Alors, il est là, Dalcha. Je l'appelle là. Dalcha, Ouais, mon frère. Sangoboni, mon frère. Ozamamamu. Aza kitoko, boni pe, songoboni. Naza bien, papa. Makasi. Sapeli kaka sipa lingala. Ah, moi, j'ai vécu à Kinshasa hein, avant. Ok. Tu vas bien hein? Comment ça va, Dalcha? Là, je l'ai bien. La santé. Comment ça? Tu es où en ce moment là maintenant? Tu es en Afrique du Sud, je crois. Mais, sur l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Tu vis là-bas, en fait. Ouais, je vis à Cape Town, Ok. Dis-moi une fois un peu, comment ça se passe le confinement là-bas, là, à Cape Town, là, pour le moment? Est-ce que c'est comme en Europe, on peut pas sortir dehors, tout? Comment ça se passe un peu? Et tes entraînements, tu arrives encore à t'entraîner en ce moment avec ce confinement? Bon, ici, chez nous, ce sera trop mal. Hein. On a un peu essayé de le partager à une dimension. Mais là, on est au degré numéro 4. So, on est un peu détendu par rapport quand on était au niveau 5. So, on peut faire le footing. Il y a des gens, les compagnies qui sont ouvertes. Donc, ça marche plus qu'avant. Donc, c'est pas mal. Mais le taux d'augmentation des gens qui sont à tête, c'est un peu élevé. Et tu arrives un peu t'entraîner encore? Ouais, je m'entraîne, mais pas comme à la professionnalisme. Je m'entraîne, j'essaie de m'entraîner. Bien qu'à la maison, avec ma famille, on essaie un Ouais. peu J'espère que ça reprend vite, hein. de Quoi? garder, de garder le rythme. Oui, c'est important, c'est pas facile, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants dans ce monde qui ont un peu dur pour le moment. Dis-moi une fois un peu, explique-moi un peu, tu es né où ça, à Kin ou en Afrique du Sud? Moi, je suis né à Kinshasa. Je suis venu ici en Afrique du Sud à 2009. En 2009. Euh, Et tu as commencé par quel sport? Je sais que c'est par le judo, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait ou c'est vraiment le judo que tu as commencé? À quel moment tu as mais découvert l'art martial, on va dire d'abord? moi, si je dois pas professionnel, judoka compétiteur, j'ai aussi défendu mon pays à l'équipe nationale du Congo. Ah bien. Je voyais en équipe nationale. Quand je suis venu ici en Afrique du Sud, faute de crever, faute de la vie était un peu dure. Et j'étais un dormant. C'est pas pour ça qu'on appelle en français. Je sais pas en français, un dormant, c'est un passant. Mhm. Je suivais les 2 minutes. Par là, j'ai rencontré un Français qui était un styliste qui me parlait de MMA. Dans ce temps-là, je n'ai jamais entendu de MMA. Il a fait un show d'expliquer le MMA, c'est un mix marchand. Les gens se battent et tu peux aussi faire de l'argent. Je dis de l'argent, ok. J'ai essayé de comparer par rapport au judo dans notre pays. Le judo, c'est bien, le judo, mais le judo, ça ne paye pas. Mais pourtant, MMA, tu peux aussi faire de l'argent quand tu combats. Ainsi, je me suis intéressé et je me suis adhéré dans un gym ici à la Félicie, Dragon Power, que je salue, mais c'est sûr, étant Dragon Power. Ouais, je me suis adhéré et là, tout a commencé. Donc tes premiers pas dans le MMA, ça a été grâce à ce Français qui t'en a parlé. Et Ouais. comment tu es arrivé à faire ce premier combat à l'EFC? L'EFC, c'est quand même aujourd'hui une organisation la plus grande en Afrique. Elle a un grand nom. Comment tu as fait ce premier pas comme ça à l'EFC quand on t'a annoncé que tu vas faire ton premier combat en MMA? Tu peux un peu nous expliquer? Pour moi, mon rêve était, quand je commençais, mon rêve était de me battre. Après, je dirais, non pas l'UFC, j'ai dirais FFSC, c'est IFCC en Afrique du Sud. C'est une Mhm. grande organisation en Afrique. J'ai adhéré à l'UFC, je me suis battu. Bon, mon rêve était toujours d'atteindre les top organisations. C'était l'organisation des rêves, les combattants, tout le monde rêve d'être à l'UFC. Bien sûr. Et quand
j'ai eu un contrat de One Championship. J'ai parlé avec mon organisateur de IFC. Il m'a dit, oh, One Championship c'est bien bon. Pourquoi pas essayer, comme tu as un contrat de One Championship, pourquoi pas essayer à dire si peut-être des UFC. UFC peut toujours de port. Et c'est pas que tu as commencé. On a essayé de toquer la porte à UFC et on m'a donné la chance. Et j'ai adhéré à UFC. Tu te souviens, à l'époque, on avait une fois discuté ensemble, et tu m'avais dit, je vais retourner à Keene. Tu m'as dit en Afrique du Sud, c'était pas si facile que ça en Afrique du Sud. Tu m'as dit, je vais peut-être retourner à Keene. Et je t'ai dit, quel passeport que tu avais. Tu m'avais dit que tu avais le passeport congolais. Tu as le passeport congolais, hein, je pense, hein. Ouais, si je me souviens bien. Et on discutait un peu de tous ces trucs de visa et tout. Et ça me pensait vraiment un peu compliqué tout ça. Parce que tu sais, généralement, au Congo, c'est souvent difficile d'avoir un visa, même pour aller en Europe ou aller même dans certains pays. Donc, et après, on devait rediscuter. Et puis, on n'a plus eu l'occasion de discuter. Et donc, pour moi, ça me paraissait un peu difficile. Et puis, moi aussi, je vois un jour tu signes avec l'UFC. D'abord, ça m'a fait hyper plaisir. J'aurais voulu, moi, être partie de ce moment-là, mais peut-être j'ai pas trop pensé à ce moment-là. J'ai pas. Ces histoires de visa étaient souvent compliquées et ça freine beaucoup de choses. Mais dis-moi, quand était le moment où on t'a annoncé que tu vas combattre à l'UFC? C'était à quel moment? Bon, c'était à le moment que je conseille dire, c'était le moment lorsque on a fait le deal avec l'organisateur de l'IFC. Mm-hmm. Et le champion, pourquoi pas aller essayer de toquer, de demander à l'UFC, peut-être ça sera mieux là-bas, parce que tu peux comparer le One Championship par rapport à l'UFC. l'UFC est au top par rapport à One Championship. Et il m'a dit que, ouais, donne-moi quelques temps, je vais essayer de négocier. Il a négocié. On m'a dit que tu as ton contrat de l'UFC. Bon, j'étais au plaisir, j'étais chouette. J'ai vu que Dream comme tout dans ce que je sais que Bien sûr. réalité. Et le premier Congolais, moi je pense que tu es le premier Congolais. Je pense que tu es le premier Congolais. Ah, mais Tchekango, il est... Ah oui, juste. Tu as raison. Mais dis-moi une fois un peu, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème avec l'UFC quand tu as été vers l'UFC? Est-ce qu'ils t'ont donné un bon support, un bon soutien, ou alors tu as eu peut-être un peu difficile de quitter l'UFC pour aller vers l'UFC? Non, j'ai pas eu de problème de négociation avec l'UFC. C'est même l'UFC, le problème de l'UFC qui allait approcher l'UFC pour lui dire que j'ai un combattant, il y a beaucoup de talents, et vous pouvez le faire signer dans votre organisation. C'est qu'ils ils ont envisagé, ils ont vu que je suis à la compétence, je suis vraiment un bon fighter. Ils m'ont signé. Je n'ai jamais eu les Et en plus, à l'UFC, Graham et toute la team, ils sont très sympas. Je pense qu'ils comprennent cette situation-là. Très sympa. Et dis-moi une fois un peu, ton premier combat, il était prévu contre Justin Ledet à l'UFC. Et Justin Ledet s'est blessé. Tu as eu quelqu'un d'autre qui a fait aussi son début à l'UFC. Pour ce premier combat que tu étais d'abord prévu contre Justin Ledet, tu as prévu de faire où ça ton camp d'entraînement? Parce que je t'ai vu partir aux États-Unis à un moment. Ouais, j'ai quitté l'Afrique du Sud, je crois, c'était 3 semaines avant mon combat. Il est arrivé là-bas, je me suis entraîné dans un grand gym aux États-Unis, c'était. Les noms échappent, c'était. C'était dans quelle ville? C'était à la Minneapolis. Ok. Minneapolis, bon, j'ai aimé le coach, très sympa aussi. Je suis entraîné là-bas et je me suis préparé. Et je crois, à la veille du combat, 3 jours avant mon combat, on m'a dit que Justin Ledet pull out. Je ne peut pas combattre, j'étais inquiet. C'était un problème de team, mon
mon manager ainsi que mon coach. On m'a dit, j'ai quitté l'Afrique et c'est ma première expérience. En tout cas, je viens me combattre. Je ne sais pas, on m'a dit, reste calme, je ne sais pas si on va changer ou comment faire, mais à l'instant, on veut que mon moral soit au zénith. Et je veux que tu te proposes, c'est comme si tu as un combat, sois fort, je veux que tu t'inspires, sois calme. Et puis, les 2 jours avant, on m'a dit qu'on m'a trouvé une adversaire que j'allais combattre. En tout cas, j'ai aimé, parce que c'était ma première expérience de quitter l'Afrique, de venir pour Bien combattre. sûr. Donc, de ces combats. Premier combat à l'UFC, première victoire, c'est quelque chose de super. C'est les meilleurs moments ça, de sa vie. Je pense que c'est même un des meilleurs moments de ta vie, je pense, d'avoir gagné ce premier combat à l'UFC. Dis-moi une fois un peu. Après le deuxième, on te donne un Russe, un Russe d'origine tchétchène, Ankolev. Est-ce que moi quelque chose j'aimerais bien savoir et peut-être aussi tous les personnes qui nous suivent. Quand tu as combattu contre Ankolev, c'est d'abord la première fois que tu as combattu un Russe. Est-ce que, pour moi, tu es plus fort que lui. Pour moi, c'est quelqu'un que tu peux le battre. Mais est-ce que pendant le combat, tu penses que tu as fait un mistake, une faute par rapport à lui, que tu t'es jeté un peu trop vite, que tu t'y attendais pas, ou alors tu savais parfaitement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce moment? Parce que c'est quand même un combat qui t'a échappé comme ça. Si tu peux un peu me réexpliquer un peu ce moment-là. Tu penses que tu as fait une faute? Non, je pense pas que j'ai fait une faute. Je pense que je n'étais pas à la hauteur de contrôler mon combat. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Ensuite, je ne sais pas, l'atmosphère. L'atmosphère aussi, combattre avec les Russes en Russie. J'étais un peu frustré. Ouais. Bon, comme un athlète professionnel, c'est ce que j'apprends, je ne perds jamais, ou je gagne, j'ai appris et on apprend aussi par nos erreurs. Bien sûr. L'erreur était que je n'ai pas fini le contrôle du combat. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive, ça les combattants, ça arrive parfois, tu t'es bien préparé, et arrivé là-bas, tu perds le contrôle. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu le contrôle, je n'avais pas le contrôle des secondes, je n'avais pas le contrôle de mon adversaire. Je ne sais pas pourquoi, mais les jours-là, c'est arrivé. Parfois, ouais, j'ai eu une belle et une mauvaise. C'était une mauvaise journée de ma part. C'est ça. De toute façon, ça reste une expérience. Hein? Ça reste une expérience. Tu es à 1-1 à l'UFC. Et Dalcha, on attend tous ton retour encore. Parce que tu es quelqu'un qui fait exciter. Quand tu combats, là, quand tu prends, tu jettes comme ça, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup te voir et j'adore te voir combattre. Tu es vraiment spectaculaire. Je te souhaite en tout cas beaucoup de bonnes chances. Est-ce que tu penses que le Congo, est-ce que tu penses que il y a moyen d'arriver à monter quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup? Ou alors est-ce que tu penses qu'il y a déjà du MMA là-bas au Congo? Est-ce qu'il y a déjà du Jiu-Jitsu ou ça reste toujours judo? C'est pas encore le MMA. Qu'est-ce que tu en penses du Congo actuellement pour le moment avec le sport? Actuellement au Congo, tu sais, le MMA maintenant, ça devenait grand parmi les sports du combat. Le MMA c'est grand maintenant. J'espère que déjà au Congo, il y a la fédération de MMA qui est contrôlée par Maître Baïgon, que je salue à passant, il contrôle le MMA. On le salue aussi. Si tu viens ici en Afrique, en notre organisateur, l'IFC en Afrique, si tu vois parmi 100%, les grands fighters, ceux qui font de l'impact à l'IFC, ce sont les Congolais. J'espère l'avenir et la future des MMA africains, c'est au Congo. Tout à fait. Je l'espère. En tout cas, vraiment, je l'espère. J'espère parce que ici en Afrique, quand un combattant africain parle de l'IFC, 80% des combattants sont des Congolais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et on a beaucoup de sportifs congolais en plus. On en a beaucoup. D'ailleurs, après toi, je vais en avoir 3. Tous les 3 aussi, ils te suivent. Et j'espère qu'on sera tous unis, que les Congolais seront tous unis. Et j'espère faire beaucoup de choses. En tout cas pour le futur, je l'espère. Dalcha, je te remercie beaucoup, Dalcha, pour ce moment avec moi.
J'espère te revoir bientôt. On reste en contact, toi et moi, et on verra bien. Qui sait, peut-être qu'on travaillera même ensemble. Merci, merci aussi beaucoup de ta part. Voilà. Problème égalité. Merci de Golandai. En tout cas, Kende Malum, papa. Hein. On se tient au courant, ça va? Cool. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Vous avez vu Dalcha. Vous avez connu un peu Dalcha. Vous avez vu un peu Dalcha. C'est qui Dalcha? Je le souhaite vraiment beaucoup de chance. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Alors maintenant, on va appeler Chris Gimby. Let's do it. On a passé un tout petit peu le temps. On a passé un peu 4-5 minutes de temps. Il est là. Je l'appelle. Chris, Salut Gokan. comment tu vas mon frère? Tu vas bien? Ouais, très bien, très bien. Là, je suis en train d'entendre, écouter les interviews que tu fais avec ton chien. Ouais, Dalcha, il est en moi encore quelqu'un qu'on apprend encore à connaître encore plus parce que je suis sûr que c'est beaucoup de Congolais et ils l'ont entendu parler et tout et même d'autres sportifs le connaissent, mais souvent le monde sépare tellement tout le monde que malheureusement on peut pas tous se retrouver. Tu vas bien toi, Chris? Ouais, ça va bien, ça va En- bien. C'est avec le confinement et tout, mais ça va, tout se passe bien. Ça se passe. Tu es où là maintenant actuellement? Tu vis toujours en Hollande? Non, non, j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai déménagé en Belgique, Ah ok. à Limbourg, près de Lommen, et ça va, ça me plaît ici. Mais tu avais vécu déjà à l'époque en Belgique, si je me souviens bien. Ouais, au début. C'est à Liège, hein? Non? Ben, c'est trop court. C'était court ça, hein? Dis-moi une fois un peu, tu es né à Keene? Je suis né à Kiel, ouais. Quand tu es né à Keene, tu as eu des problèmes de santé? Si tu sais un peu expliquer ça? Oui, je suis né, mes tantes, ma tante, mes frères et tout, moi, ils n'arrêtent pas de répéter. Ouais, quand tu étais jeune, quand tu étais bébé, ça faillit, tu vois, ça faillit et tout ça, ça faillit que tu n'étais pas en vie, mais bon, c'est. Quand t'es bébé, tu te souviens pas de tout ça. Quoi. Ça, c'est vrai. Je suis juste content Mais il n'y de. a jamais eu de suite à tout ça avec ta jeunesse et tout? Je dois dire, à l'âge de 6 7 ans, je dois quand même dire que j'avais toujours de mal à respirer un peu. C'est pour cela aussi que je suis un peu jeté dans le sport. Ah ouais. Et avant, ça a commencé avec cycliste et à courir et tout, tu vois. Je suis dit, de plus de sport que je fais, donc moi, je me sens, tu vois, je fais toujours un peu de mal à respirer. Je crois que c'est à cause de ça, je n'ai jamais arrêté de faire du sport. Ah, bah, c'est bien. Bah, le sport rend toujours. Avec le sport, ça ne peut être que bon pour la santé. Dis-moi, Mais quand tu as commencé avec le pied-point, comment tu as commencé avec le pied-point? Est-ce que c'était déjà avec le pied-point que tu avais commencé en art martial? Et c'était où exactement? ben ça, c'était à Eindhoven. C'était à Eindhoven. Et dans le temps, je faisais encore le foot. Et je veux dire, ça allait très bien même. D'un côté, j'avais toujours l'impression qu'il y avait autre chose que je pouvais aussi faire. Quoi. Et puis j'ai un ami qui m'a invité à aller avec la salle de gym à Eindhoven, là où j'ai commencé à Dynamo. Et en arrivant là, tout premier entraînement, j'étais amoureux. Quoi. Je me suis dit, voilà, ça me donne de l'énergie. Tu vois, c'est que je sentais après. Je me suis dit, je voudrais bien ressentir ça plus souvent. Alors, je suis retourné quelques jours après. Et je crois qu'il y avait un moment. Ça s'appelait Duran Gym, hein? Ça s'appelait Duran Gym, hein, l'endroit, hein? Non? Durant, oui, c'est le coach, mais dans le temps, ça s'appelait Dynamo. Ah ouais. Dynamo, c'est grand, c'est géant, c'est à Eindhoven au centre-ville. Et c'est là où j'ai commencé, quoi. Et puis, après un moment, je crois après un mois d'entraînement, je suis complètement lancé sur le point de poids, le kick. J'ai arrêté le foot complètement. Je me suis dit, après tout ça, L'amour dans le kick. il y a l'amour
Beaucoup de gens ne le savent pas, moi je le sais, mais tu as fait des études d'avocat. Ouais, exactement. Où Ouais. ça en est en ce moment? Ben, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, je veux dire, pour être honnête vers toi, j'ai toujours combiné ma carrière, tu vois, ma carrière avec tous les autres trucs que je fais à côté, quoi. Après, j'ai fini mes études, j'ai un truc que moi, j'ai ouvert un office, je fais plein de trucs à part la boxe. Tu vois, la boxe, c'est bien, mais j'ai toujours fait autre chose à côté. Maintenant, depuis que je vis ici à Limbourg, j'ai ouvert une salle de sport. Tu vois, je suis tout le temps occupé avec plein de choses, plein de jeunes entreprises dans la finance et tout. Tu vois, je suis tout le temps occupé. C'est J'ai toujours bien, fait les deux. au moins tu peux même négocier tes propres contrats maintenant, tu n'as pas besoin Ouais, d'un avocat. j'ai toujours fait les deux, quoi. Dis-moi, Et, ouais, dis-moi, continue, continue. non, mais c'est un peu ça, quoi. Disons, quand j'avais commencé avec les arts martiaux, il y avait une chose que je vais promettre à ma mère, tu vois, c'est de finir mes études, la première, et puis de voir tu vois, si c'était pas pour moi de laisser aussi vite et sauter sur autre chose. Et je pense que depuis, j'ai toujours fait deux. J'ai toujours combiné ma carrière sportive et sociale, toujours à deux. C'est bien ça, c'est l'exemple. Au moins aujourd'hui, tout le monde le sait qu'on peut faire les études avec la boxe aussi en même temps. Sûr, c'est pas facile. Faut dire, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Je me souviens une fois, je fais un combat, je vais combattre pour un titre à USA, en Amérique. Mhm. Là, je gagne le titre. C'était J'avais contre envie Sheldon? Non? C'était pas contre Sheldon? Je ne me souviens plus. c'était Non. contre Campbell. Ah ouais, Campbell, ouais. Voilà. Et je gagne le titre. J'étais là à Philadelphia, dans l'avion. J'avais un œil qui était gonflé, tu vois, fermé, tu vois, j'ai moins. Puis j'étais là pendant que tout le monde dormait dans l'avion. Moi, j'étais là en train d'étudier. Imagine, tu vas en Amérique, tu vas combattre et tu amènes tous les livres, des études avec. Alors, J'imagine. je n'ai pas arrêté, je crois, pendant 10 heures du temps en vol vers Amsterdam. Je suis là en train d'étudier à fond parce que le jour après, j'avais les examens. Alors, ce que je dis, c'est pas facile, mais bon. C'est, J'y vais pas. c'est, c'est la vie. Et dis-moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es au One. Tu as signé au Ouais. One. Tu as boxé beaucoup de personnes connues. Tu les as presque tous rencontrés déjà avant. Déjà en Hollande, même à mes événements à moi, tu avais boxé, tu avais fait le tournoi, tu as boxé beaucoup de gens, tu as fait des revanches et tout. Et aujourd'hui, tu es au One. Et dis-moi une fois un peu, au One, tu as commencé à faire tes combats avec les petits gants de MMA. Les Ouais. combats de boxing avec petits gants MMA. Et puis c'est venu aux gros gants. Pourquoi? Parce que ça a changé de règles ou bien... Mais non, ils demandent c'est demandent, eux, ils préfèrent introduire quelque chose de nouveau, tu vois, le petit gant avec, dans une cage, kickbox dans une cage avec le petit gant et tout, mais c'est toujours à l'athlète de savoir s'il veut le faire ou pas. Tout à fait. Alors, ils m'ont fait un offre, ils m'ont demandé à faire ça, le combat contre, je crois que c'est Yod Senklai. Yacht. C'est le seul que tu as combattu avec, avec les petits gants de MMA? Avec les petits gants d'Emma, et ça c'est horrible, c'est un combat de fou. Quoi. Mais avant qu'on parle de ton combat de Yod Senklai, Ouais. tes impressions avec les petits gants, tu te dis, en vérité, c'est terrible. Ou alors tu te dis non, je préfère mieux les gants à la traditionnelle, les gants de comme on fait. Ben, je suis allé à Nouvelle, il y a un club de MMA ici tout près, je suis allé là-bas pour m'habituer à m'entraîner avec le petit gant. Je dois dire que c'est pas, oui, c'est tout différent parce que ta façon de protéger, c'est déjà différent. Tu Ça t'habitues à va. faire ça et puis là, tu es là avec tes petits gants et Et déjà la les façon de points protéger, pénètrent c'est facilement. différent. C'est un peu ça qui me gênait un peu, mais à part ça, je veux dire que la puissance, là, tu tapes beaucoup plus fort. Je crois que c'est quoi, 4-11, à place de 8, c'est qu'on
on est habitué, alors c'est fou, quoi. Quand on donne une ou t'en ramasses une, tu sens directement. Tu sens directement. Tu penses que ça peut être bien, ça, pour le futur, toujours avec des petits gants, ou tu te dis non, c'est mieux la tradition, venir avec les Je gants? dois dire qu'année passée, j'ai organisé mon premier événement ici en Belgique. Et si c'est moi, je suis sûr que je vais introduire ça ici, quoi. Ah, donc, J'ai l'expérience déjà dans une cage, c'est pas exactement le même, tu vois, le rope dope, c'est qu'aller faisait tout ça, tu peux pas faire tout ça. C'est un autre champ d'expérience, mais d'un autre côté, tu te dis, tu vois, tu te bats dans la rue, bien sûr, il n'y a pas de limite non plus. bien sûr, bien sûr. Il faut s'adapter partout, partout où tu es. Là, je suis adapté aussi vite que je pouvais, mais je veux dire, ça m'a beaucoup plu, quoi. Ça m'a beaucoup plu à faire ça. Et parlons un peu de ce combat contre Yotsenklai. Tu as affronté tous les top combattants en Europe. Hein, tu as été même aux États-Unis combattre 2-3 fois. Tu as combattu quand même tous les top combattants. Tu es face à Yotsenklai. Quand tu es face à Yotsenklai, tu es le Ngimbi qui a le plus d'expérience, hein, par rapport à tout le passé et compagnie. Qu'est-ce qui te différencie à avoir un gars comme Yotsenklai en face de toi et avoir eu les Européens que tu as affrontés, tous des combats durs aussi, hein, ça peut être tous les grands noms, hein, Rosmalen, Direcci ou Robin van Rosmalen, non, enfin, plein de noms, tu les as tous affrontés. Quel est cette... Ouais, c'est à mon événement. Ma tête, elle il y a trop... Mais qu'est-ce que tu peux m'expliquer entre tu as Yotsenklai et tu as... La grande différence entre Yot et le reste, tu vois, je crois depuis ma carrière, j'ai toujours le même pensée. C'est un gars devant toi, il a deux bras, il a deux pieds. Donc, Bien sûr. comparé à ce que moi j'ai, rien à foutre, tu vois. On va faire la guerre. Mais avec Yod, avec ce genre de gars, Yod, Waka et tout ça, c'est un peu différent. Pourquoi? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Moi, j'étais là, je rentre avec, c'est d'anciens combats. Et lui, il est là avec plus de 200, je sais pas combien de combats qu'il a déjà fait. C'est un peu ça, quoi. C'est l'expérience. Et ces genres de choses, ça fait un peu que tu as un genre de doute. Mais à la fin, tu te dis, écoute, t'es un combattant ou t'es pas un combattant. Alors, tu vas faire ton truc. C'est vrai ce que tu dis. C'est la seule grande différence entre Yacht ou tous les autres athlètes ou combattants, tu vois, européens que j'ai eu dans la carrière. Entre Yod et Bouakao, que tu les as tous les deux affrontés, est-ce qu'il y en a un des deux qui t'impressionnait le plus? Ouais, si je dois choisir, c'est quand même. Mais je sais pas si c'est à cause de gants ou pas, mais c'est cool. Tout le monde quand il voit Yod, il pense que. Parce qu'il n'arrête pas de donner le coup de pied, tu vois. Il n'arrête pas de jeter. Tout à fait. Alors, tout le monde, quand il voit Yod, il pense que sa force est dans ses pieds. Mais pas du tout. C'est là, c'est dans ses bras. Quand il donne un coup, je te jure, c'est. Là, tu sens à fond, quoi. C'est Wakao, j'ai pas eu cette impression. Oui, c'est kicks qui sont d'une certaine vitesse. C'est la seule chose qui m'a impressionné avec Wakao, mais tous les deux, ils ont leur, tu vois, ils ont leur style, ils ont leur spécialité. Mais ce qui m'a vraiment impressionné entre les deux, c'est la puissance de Yo dans ses bras, quoi. T'aimerais bien refaire une revanche avec lui, avec les vrais gros gants? À 100%. C'est vrai? Même mon petit gars, c'est à 100%. Maintenant, tu vois, c'est ce que je dis, quoi. Tu arrives là, là, tu as la préparation pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, tu penses à tout ce qui peut se passer. Tu vois, tu prépares pour la guerre. En même temps, il y a une chose que tu ne peux pas changer, quoi. Il a l'expérience que tu n'as pas. Tu vois, il avait 3 fois l'expérience que moi j'ai. T'imagines? Et puis, c'est un peu à cause de ça que le commencement, ça a commencé un peu dur, mais t'as fait des superbes actions aussi dans le combat. Hein. Le deuxième, troisième round, c'est une guerre formidable
Qu'est-ce qui est le prochain pour toi? Prochain pour moi, je me concentre d'abord, premièrement, sur le club que je vais ouvrir. Parce qu'on va changer de location, je me concentre d'abord sur ça. Et puis, on a commencé les négociations avec moi. Et Dieu voulant, si tout se passe bien, j'espère fin cette année, entrer dans le ring, au catch. Une de deux. Écoute, moi j'attends avec impatience de te revoir dans la cage du One, ou bien dépend où va être les prochaines organisations. En tout cas, Chris, tu es un combattant qui m'a toujours fasciné avec tes genoux là et tout, déjà à l'époque dans mes organisations. Et t'as une grosse expérience. Je te souhaite en tout cas le meilleur, Chris. Vraiment. Ça m'a fait plaisir aussi de Merci à discuter. toi. Ça m'a fait aussi plaisir de discuter avec toi. Euh, Au moins, on a tous nos Congolais aujourd'hui et tous nos amis et tous les autres gens, les fans qui suivent. J'espère que ça leur a plu. C'est en français, mais voilà. C'est Non, c'est pas grave. Et je te remercie, toi, pour le temps. Je te remercie déjà pour l'invitation et tout. avec plaisir. C'est super. On se tient au courant. Maintenant que tu es en Belgique, après le confinement, on va essayer de faire quelque chose. Ouais, 100%. Ça va? Allez, 100%, frère. Allez, Merci merci Mingi. pour, Hein. À pour bientôt. l'appel. Hein. Ciao, ciao. Allez, Hein. allez. Ciao. Voilà. On a vu Chris Gimby, l'African Warrior. Je passe au prochain. Le prochain, c'est notre général. Notre général. S'il est en ligne. Il est là. Notre général. Je l'appelle. Hey. Big Joe. Ouais, comment tu vas? Tu sais mettre ta caméra de l'autre côté, l'autre sens? Ouais. Ah, bah voilà. Là, comme ça, tu es Comme ça? top. Comment va, Big Joe? Attends, je me recule. Voilà, parfait. Écoute, je vais bien, hein, on est là, hein. Ça Bien fait, la vie, hein. ça fait plaisir de te voir. Puis j'ai pas trop l'habitude de faire des lives, hein, même jamais, on va dire. Des lives sur. Eh bien, Je suis pas trop à. eh bien aujourd'hui, c'est l'occasion avec moi alors. En plus, avec un grand ami comme ça, pourquoi dire non? Comment dire non? C'est gentil. Ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que je t'ai plus vu. J'espère vite te revoir. Dis-moi une fois un peu. Tu es en Angleterre en ce moment. Pour l'instant, je suis à Londres, bloqué pour le confinement, mais on est à Londres. Heureusement que tu m'as dit ça, sinon je me serais trompé sur les horaires. Mais heureusement que tu m'as dit ça. J'allais dire, tu es en Angleterre, comment ça se passe un peu le Covid? Comment ça se passe les entraînements? Je crois que tu t'y attendais pas que le Covid arrivait comme ça. Non, franchement, je ne l'attendais pas vraiment. Je savais que des projets venus en Belgique, à un moment, pour fermer les frontières, enfin, la même semaine. Et j'ai un ami qui est remonté sur l'Angleterre, d'ailleurs, ici, en plus, je pense que tu connais, Kevin Zemo, tu vois. Oui, très bien. Bonjour à Kevin. Content, c'est bonjour. Donc lui, il est remonté, il m'a dit, je me suis fait plein de bonnes lectures des ans, parce que le week-end, il remontait, le lundi, c'était la fermeture des frontières. Donc, je pensais au début que ça allait être très court. Et vu qu'en Angleterre, ils n'avaient pas le même système au niveau des protections sanitaires, au niveau des précautions qu'ils prenaient en compte pour la nation anglaise. Donc, le premier ministre a décrété qu'ici, tout pouvait rester ouvert, le la crise, l'entrée chez le produit. Puis au final, ils ont fermé. Donc les salles de fermées. Donc là, le Covid m'a automatiquement affecté aussi, parce que pour la santé, grâce à Dieu, j'ai bien eu. Mais je n'ai toujours rien, ni d'autres personnes qui sont aussi. Et voilà, là maintenant, c'est fermé. Or que, on a fermé quand même bien plus tard quand même. Mais bon, Donc, ils en parlent d'un déconfinement bientôt, je l'espère, parce que ça peut plus ça pour personne. Je crois que tout le monde est bloqué à cause de ça. écoute, moi en soi, la vérité, le Covid, tout ça, c'est des discussions, j'essaie d'éviter d'en parler, parce que ça ramène tout, tu sais, ça ramène. Bien sûr. Tu vois, de tout ce que tu racontes tout le temps, tu vois. Et avec tout ce que j'essaie de faire et tout ce que je peux mettre en place avec notamment mon manager qui me regarde, Yassine Matagla. Un bonjour à Yacine. Ouais, voilà, tu vois, donc on essaye de mettre en place pas mal de choses, comme ça, le maker, tu vois. Donc, Dis-moi une fois un peu.
En Angleterre, tu as eu l'occasion de mettre les gants avec Daniel Dubois. Daniel Dubois, qui est un jeune 24 ans qui en ce moment est en train de monter, que même les observateurs ils voient de lui comme un futur champion. Tu peux un peu m'expliquer comment était un peu ce moment-là avec lui et les sparring, les moments du sparring et tout? Si tu sais partager avec nous. J'ai mis quand avec Dubois, effectivement. Et Dubois, c'est un beau bébé, 24 ans. Il est massif, c'est un vrai poids lourd. Et il s'entraîne dans la salle de la maison, justement. Donc, comme ça, j'ai eu l'occasion aussi d'y aller. J'avais rendez-vous avec d'autres managers, d'autres promoteurs et tout ça. Donc, j'ai eu un test. J'ai eu un sparring avec Dubois, qui est plus que moi, de 6 ans déjà. Quand même, il y a toujours des cas, mais quand tu vois à côté de moi, je sais que tu peux savoir. Le gars est massif, c'est un bug, c'est un foreman. Tu vois, physiquement, il est très massif. Et puis au niveau de la frappe, techniquement, je ne suis pas impressionné parce que pour moi, Dubois, c'est un très bel athlète, mais techniquement, je trouve qu'il est un peu limité. Mais par contre, au niveau frappe, c'est un gars que tu sais lire facilement dans sa boxe parce que tu sais, c'est style, il va envoyer à gauche et c'est la main arrière qui va tuer. Quand la main arrière est passée, la main va monter, tu switches tout le temps, tu vois. C'est pas, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. C'est trop complexe, c'est pas hyper complexe. Mais par contre, la frappe, quand elle te touche, c'est violent, ça fait mal. Ça, du coup, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, pour moi, ces garçons-là ressemblent à pas mal de Écoute, j'en ai entendu parler aussi. Moi aussi, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il va donner dans le futur. Et, euh, et puis toi aussi, de toute façon, tu es aussi dans le même. Dis-moi une fois un peu. Tu as eu l'occasion de voyager beaucoup aux États-Unis aussi. Et dernièrement, t'es aussi retrouvé à Miami, dans le camp de Ergovic. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé là-bas et tout? Le camp, comment c'est passé? Comment tu en es arrivé à être avec Ergovic et ses entraîneurs et tous ces gens-là autour? Il t'a appelé pour demander de l'aide, je pense. Ou tu sais mieux. voilà, c'est que, ils avaient besoin justement de trouver un partenaire parce qu'il préparait sa défense de son titre WBC international. Et il est invaincu, hein? Ouais, il a vaincu. Je crois qu'il a 11 combats ou 10 combats de victoire, c'est comme ça vaincu. Et lui aussi, c'est aussi un autre spécimen. Sans la voix, on peut mettre de haut. Maintenant, plus, il faut vraiment sur moi pour une ossature de vrai poids lourd. Et par contre, lui, il bouge beaucoup. Donc, c'est un très bon technicien. Je dirais plus qu'il se rapproche d'un style Tyson Fury, Mohamed Ali. Ah ouais. C'est un peu très styliste, ouais. Très styliste, mais ça envoie du lourd. Il doit avoir une frappe, hein, lui, hein? Ouais, il a une grosse frappe. Il a une grosse frappe. Attention, il a une grosse frappe. Il a une grosse frappe, mais elle a une grosse frappe. Je ne peux pas comparer par rapport à Daniel Dubois. Daniel Dubois, il est quand même un an et demi que j'ai mené avec lui. Donc je ne saurais pas vraiment comparer, mais les deux frappes. Mais je pense que Ergovic, il est plus malin. Il est plus réfléchi, il est plus malin. Quand il tape la bourse avec un jab, c'est parce qu'il a prévu quelque chose derrière, il désaxe. Il désaxe. Ça, j'ai vu ça beaucoup, ces entraînements. Il désaxe sur le côté, mais la droite. Voilà, et pour un poids lourd, c'est mal, hein. Tu connais les poids lourds, ouais. En général, ça peut pas beaucoup de choses, hein, tu vois. C'est vrai. Donc, tu es resté. J'ai vu ce que j'ai aimé, c'est qu'il est très humble. Il a mis les gars avec le sport, Disco, Deontay Wilder lui-même. Et c'est pas fini, c'est un complet, tu vois. Et tu as laissé des impressions là-bas? J'ai laissé de belles impressions, effectivement. J'ai pas eu ma sortie. Moi, j'allais en tant que objet. Et j'allais pour plus de mobilité. Donc là, on s'est retrouvé à faire la guerre pour le ring. Et il a été fortement impressionné de lui-même parce que le commentaire qu'il a laissé à son assistant qui s'appelle Bruno, j'espère qu'il nous bien, donc il m'a fait des remarques en disant qu'il y avait des boxeurs de poids lourd et qu'il adorait mettre les gants avec moi parce que les sensations qu'il gardait de moi, c'était que je faisais tout sur le ring. Donc je faisais la guerre, quoi. Même si on avait une différence de poids, le ring c'est quand même 115 kilos. Wow. Et moi j'ai 115 kilos. Et c'est 115 kilos, mais c'est plus de 115 kilos de frappe quoi, dans les
pour une entrepreneur qui s'attendait de moi, c'est que je tombe dans les corps comme une petite souris qu'on essaie d'appuyer. Et puis, voilà. Mais moi, je fais souvent en théorie. C'est moi-même qui fais ce qu'on appelle sans jury. Parce que ça fait partie de ma boîte. J'ai toujours eu l'habitude de boxer des petits qui avancent vraiment en long léger. J'ai toujours l'habitude de garder le jury, d'avancer le peu. Et ça m'a été souvent le reproche, même si je me donne à cœur. J'ai été, il n'y a pas longtemps, mon crédit il m'a fait la remarque aussi. Il m'a dit, t'aimes trop avancer au centre, t'aimes trop. Donc, tu as une allonge et tu pourrais en prendre l'avantage. Mais bon, je suis quelqu'un qui adore les vendeurs politiques, qui aime le contact. Et avoir des conseils de Serge, c'est top parce que Serge, il a l'œil, il a une superbe expérience et il a l'œil et il a fait. C'est top. Dis-moi une fois un peu. Revenons, tu parlais de mi-lourd, enfin de lourd léger et puis poids lourd. Explique-moi une fois un peu. Tu étais en cruiserweight et d'un coup, tu as voulu passer en poids lourd. Et en cruiserweight, tu faisais quand même partie des top cruiserweight aussi. Même en Belgique, tu faisais partie des top cruiserweight. Pourquoi avoir passé en lourd, si tu sais un peu Je suis passé en lourd, pourquoi? Parce que je pense qu'en Belgique aussi, ça comme beaucoup. Le problème, c'est que le lourd léger, je vais parler à l'échelle internationale déjà, et après je vais réduire au niveau national. Mais le lourd léger, ce que j'ai pu constater avec le temps, avec les près de 12 ou 13 années pratiquement lourd léger, le lourd léger, c'est une catégorie de qui n'intéresse pas spécialement le grand public. Donc, le seul qu'on a eu cette année, durant cette 10 dernières années, c'est Delphic, qui a quand même fait, juste récemment, dans les 4 dernières années de ma carrière en lourd léger, ni la catégorie lourd léger devant les feux des projecteurs. Mais je veux dire, avant ici, il y avait personne. Voilà, la catégorie de gourmet, une catégorie, je veux dire, moi j'ai vu aux États-Unis quand je suis numéro 32 ou 33, les gens c'est ah ouais, t'es employé, et sinon, le DG, ça me demande qui est le numéro 1. Comment est-ce que les gens vont nous communauté? Donc, c'est une catégorie qui est vraiment invisible. La catégorie est créée parce que de base, on trouvait qu'il y avait une grosse différence normale avec les jour léger, avec les poids lourds. On trouvait que la catégorie était trop là. Donc là, la personne, durant l'époque de Médali qui ont été connus pour lourd à 93 kg avec champion du monde, ça a été très rare. Il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Et c'est pour ça qu'il a eu une difficulté à s'exprimer en poids lourd durant cette époque-là. Il avait même entraîné que Mark Tyson, justement, il a même philosophie d'entraînement quand on regarde la personne. Et Mark Tyson, c'est la même école, ils ont le même mouvement, donc là, il est un peu plus lent. Mais la catégorie était trop vaste. Il y avait des gens comme Foreman, qui avait 22 ans, qui avait battu 120 kg. Pour 2 mètres de poids, c'était quand même énorme. Tu vois. Ouais. Et donc, cette catégorie, aujourd'hui, a plus de 17 ans d'ancienneté, mais elle n'a jamais vraiment réussi à conquérir le public. Tu vois. La catégorie qui reste la catégorie poids, c'est la catégorie poids lourd, ce qu'on appelle les catégories N, poids lourd, effectivement, qui restera toujours. Et puis, qui est maintenant, c'est des événements les plus souvent, dans ce film, des catégories, les petites catégories, petits poids, jusqu'au poids moyen, on va dire, pratiquement mes lourds. Ouais. Et au-dessus de nous, les lourds légers, on n'est pas vu. Maintenant, ce qui se passe, que le problème en étant une catégorie qui a beaucoup d'occasions mis à l'avant sur le podium, tu as plein de petites teams qui ont l'occasion de se cacher. Je vais parler franco, c'est la vérité, qui ont l'occasion de se cacher. Donc, je tiens à dire, mon boxeur est bien cassé, je ne vais pas prendre de risque, pourquoi il me prend. Donc, je vais pas prendre le risque de le saigner, de mettre de la chance à un boxeur qui sort de nulle part, de prendre dans une classe comme boxeur et de couler bien. Ça fait commencer des réalités, c'est tout un business, donc il y a beaucoup d'argent qui est injecté derrière. Et ce que parfois le grand public ne fait pas attention. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup de boxeurs qui sont cachés à l'international, et notamment 9 muscles déjà au niveau national, notamment chez nous. Il y a eu beaucoup de combats qui ont tourné, beaucoup d'échos qui ont tourné autour de moi avec l'Atlético. Il y a eu beaucoup d'échos qui ont tourné entre moi et second mois contre Bilal Maboud. Il y a eu beaucoup d'échos qui ont tourné entre moi et Ningabou et d'autres boxeurs et beaucoup de ces films, c'est pas spécialement souvent la faute des boxeurs, parce que c'est les boxeurs qui ne veulent pas. Moi, tu parles pas de et ils utilisent leur manager. Voilà. Tu vois, par contre, c'est ça. Tu te rends compte qu'il a investi beaucoup de temps derrière, qu'il a pas envie de prendre de risque de sacrifier son boxeur. Donc après, voilà. Mais bon. Donc, si on avait pu donner plus sur le milieu national, avec le Big Joe contre Yadiri, ça aurait pu remplir les peut-être un gala de boxe en Belgique. Bien sûr, ce serait une super belle affiche. On a quand même, avec toi compris, en parlant de cruiserweight, on a quand même 4 cruiserweight quand même en Belgique qui font du bruit.
Et c'est vrai qu'on aurait pu, mais même à un moment, on lisait sur Internet que pourquoi pas faire même un tournoi des quatre et tout, mais bon, voilà, c'est toujours du parler. Mais dis-moi, justement, en revenant un peu en Belgique, bon, il y a beaucoup de gens ne te prenaient pas au sérieux, ou alors ils avaient plutôt peur de travailler avec toi, ou alors peur de te faire faire les combats. Justement, même en parlant de tous les autres combattants que tu as dit, tu as cité qu'ils auraient même mentionné pourquoi pas te faire ce combat à chaque fois. Euh, souvent, ils disent en Belgique que il y a certains qui disent souvent que tu as aussi un peu la réputation de quelqu'un être dur à manager ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu à tout ça? Est-ce que tu penses c'est vrai, pas vrai, ou alors c'est par rapport un peu à tout ce qui se passe en Belgique? Comme mon ami Badou qui répond tout de suite le dit très bien, le plus gros problème qu'on a en Belgique, c'est l'argent. Tu vois. C'est vrai qu'après, les cours qui ont été discutés entre Riyad Mehri et moi, c'était un peu exponentiel, on va dire, par rapport au marché belge. On ne va pas non plus chipoter en disant, parce que quand tu vois Riyad Mehri, un manager qui a beaucoup de réseaux et qui dit que Riyad Mehri, faut compter 150 000 euros pour la championnat de Belgique. Un championnat de Belgique, il faut savoir que le ballon, en général, ça tourne entre 3 et 5 000 euros. Tu vois. Ouais. Donc, comment on passe de 3 à 5 000 euros à 150 000 euros parce que son boxeur est 30 000 au classement mondial. Ok, le classement mondial 30e. Le nouveau classement mondial, rien n'a jamais pris ce beau. Et pourtant, c'est des combats qu'il a accepté qu'il a fait. Donc, dans tout ça, le plus gros problème a été maintenant. Moi, je n'étais pas sur le mouvement. Maintenant, j'ai été effectivement un problème pour le promoteur. Ça a été que le problème du marché belge, les petits, on va dire comme les tout petits, les combats qui vont commencer, pour faire un exemple, je reviens de vacances, on donne tout ça à faire une semaine où je n'ai réellement rien à gagner. Je reviens de vacances, je suis malade, j'ai la grippe, donc je fais juste ça, je sens le coach parce que voilà, le coach est le peu. Je dis au manager, je ne peux pas faire le combat. Et les combattants qui étaient là, ils me disent, ok, pas de problème. Quand il dit, ouais, j'ai eu le manager revient, il n'est pas content et tu vois, il a dit, il ne peut pas accepter sur le deuxième combat. De combien d'argent? On parle de 1 000 euros, même pas de 600 euros, c'est vraiment c'est vraiment le début. Donc c'est un bon début, le combat au troisième phase, le combat au début. Donc, on parle de 600 ou 700 euros, je dis, c'est le combat, j'aurais pu le dire avec ce combat, tu comprends? Et donc, le truc, c'est que le manager, on a l'habitude, les managers belges ont l'habitude, le petit manager de la boxe belge, ils vont dire des boxeurs comme ça. Quand ils voient des boxeurs comme moi qui disent que non, moi, je peux me tirer le plus loin possible, je veux qu'on me protège, je vais me tirer le plus loin possible pour négocier des belles coups. Parce qu'on fait quand même un sport, on prend des risques. C'est comme un sport au bois ou un gabou, ou un Méry, ou un Bilal Lagoun, que je respecte beaucoup en même temps, genre passant, où on peut se retrouver dans des causes en place, tu vois, on peut avoir des choses, donc il faut quand même qu'on puisse préserver nos familles, préserver nous-mêmes, et pouvoir sécuriser notre avenir dans le monde. Comment je veux dire? Et par rapport à tout ça, là où je veux en venir, c'est surtout, moi, j'ai été un problème parce que j'estimais que je voulais des bourses qui donnent à l'étranger, et je voyais les bourses qu'on nous donnait. Et moi, je ne voulais pas prendre ces bourses-là. Je me disais non, il faut que je fasse chercher tout ce qu'ils nous donnent. Je ne peux pas aller chercher tout ce qu'ils nous donnent. Et peut-être attends, mon manager voyait ces 300 euros qui passaient. Oui, c'était 300 euros dans le coup, il pouvait mettre des vacances de plein l'année pour les enfants et pour nous. Tu vois le truc? Donc, on n'était pas 80 000 euros. Donc, le problème, c'est que moi, j'avais des grandes attentes. Mon activité dans la boxe professionnelle, et il y avait des attentes du niveau de la boxe belge qui était. Tu vois? Je suis là, j'en parle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont discuté, moi, c'est ce qu'ils peuvent témoigner. Et voilà, c'est un ça qu'on en vient. Moi, j'ai considéré un problème, effectivement, j'ai refusé beaucoup de contrats où il n'y avait pas de gens. Tu vois, le manager est tout en compte parce qu'il a beaucoup de trucs pour le premier, l'Allemagne pour 300 euros, je pense, ou 500 ou 600 euros sur chaque coup. Si tu additionnes 600 fois 5, pour lui, il avait un gros pas de colle. Enfin, il avait dit quelque chose pour finir une fin d'année. Tu vois, c'est très éloigné, quoi. Tu vois. Moi, l'impression que moi j'ai, c'est qu'en ce moment, tout le monde maintenant fait son chemin et tout le monde a envie de faire son chemin et même un manager a envie que son combattant fasse ce chemin différemment. Moi, j'ai l'impression que vous allez tous vous rencontrer un jour quand vous serez vétéran en Belgique
Et ça va être l'affiche en Belgique. Toi avec Mary ou Ngabou ou bien Lagoon, ça va être des combats vétérans, je sens, dans quelques années. Mais bon, un jour ou l'autre, peut-être qu'on arrivera encore à ça et les salles se rempliront encore. Euh, Dis-moi une fin un peu. J'ai lu un récent article où tu parlais un peu de Takam et de le Néo-Zélandais là, Parker, Joseph Parker. Tu parlais de ça que j'ai lu l'article et éventuellement même un combat peut-être prévu avec Takam. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se discute en ce moment? Parce que vous avez quand même le même promoteur aussi, Ouais. toi et Takam. Euh, Si tu sais un peu nous en dire un peu plus avec cette histoire avec Takam à l'idée qui est arrivée. Bah écoute, Takam, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je suis parti chez Magnum Koné, qui est le patron de la marque Ernest, je ne sais pas si tu vois. C'est une grosse marque, une grosse marque Ok. européenne. Et il était promoteur de Takam, étant invité au plateau, et en même temps avec le promoteur. C'est quelqu'un de très bien, très gentil, humble. Rien à dire, je respecte beaucoup de personnages. Mais on est arrivé à un point où, voilà, moi je suis quand même juste à côté de ce gars. Et Takam, c'est marrant, parce que Takam, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses, de belles choses. Et je suis en question passer de boxeur. Et voilà, je voulais même poser une question que je ne l'aurais jamais. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait et il a bien fait. Je te prends le monde francophone dans lequel on peut, c'est grand ce qu'il a fait. Mais il est sur mon chemin. Il est sur mon chemin. Aujourd'hui, je suis à un niveau un petit peu de ma vie, de ma carrière, où j'ai besoin de prendre des poids lourds. Les gens entendent parler de moi. Je marche un petit peu sérieux, qui s'arrêtent, qui font des photos. Mais j'ai toujours une mission qui a une oreille. Ouais, mais t'as encore beaucoup de personnes. Ouais, mais si tu continues comme ça, les gens vont vraiment te prendre et vraiment prendre de la personne. C'est une personne qui choisit tes adversaires. Et en fait, je ressemble déjà aux boxeurs que des boxeurs des têtes comme Joël Béry, comme Bilal Lagout, des boxeurs qui ont des carrières, et non, moi j'ai les mœurs, et le premier qui est là, c'est Takam. Takam maintenant, il a un peu potentiel, toujours à je ne vais pas s'entraîner toujours aux États-Unis, côté des États-Unis pour une confusion, ça peut être plus. Mais si je dois me partir, je vais me partir. Et on est en train depuis un an d'essayer de mettre en place de tout en plus avec les promoteurs. C'est les petits bruits de couloir qui me disent que, mais je veux. Il y a de belles perspectives. J'ai vu aux États-Unis à New York, le promoteur, justement, qui disait que Top Rank, qui est aussi sa promotion, je pense que c'est le Top Rank, Ouais. dont Takam aussi peut être contrat avec, pourrait éventuellement se la parole. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une action publique pour la passe, sur le terrain en général, qui fonctionne par les demandes de boxe, ce qui ramène également un public de banque, on a toujours à acheter, tu vois. Et donc, on est en train de le mettre en place. Mais ça va se faire. J'en suis sûr, avant mars prochain, je vais sortir du contact. Et moi, je vais vous crédibilité. De toute façon, si c'est Takam qui est le prochain, ça sera lui. Si Takam vient le premier nom, c'est le prochain que tu pourrais prendre. C'est Takam éventuellement, ou Dominique Brésil, Takam pour l'instant. Donc, il y a déjà eu des noms qui ont déposé, on m'a déjà contacté pour Tony Yoka. Vous savez, Ah, pour un combat chez Top Rank, je veux avec Top Rank, donc j'ai été contacté, le book s'était passé à tous les coups de ça. Donc on est toujours en train d'attendre. Le problème, c'est comme je l'ai dit, on doit même aussi pour la crédibilité. Donc j'ai besoin d'un combat contrairement qui va maintenant me permettre de poser sur la table, voilà, on ne parle plus de 10 000, de 15, de 20. Voilà, maintenant on parle de combat, c'est 100 000 minimum. Tu vois, c'est de ça. bien sûr. Maintenant, je dois Écoute, tu es numéro 1 en Belgique, tu es même devant Hervé Hubo. Tu es 58e, je crois, 58e, quelque chose comme ça, dans le monde. Donc,
J'espère vraiment le meilleur pour toi. Vraiment, j'espère le meilleur pour toi. Euh, Dis-moi, j'ai encore une dernière question à te poser. Dis-moi une fois un peu, qu'est-ce que tu en penses en ce moment au Congo? Je vois qu'au Congo, ça bouge un petit peu, ça m'a l'air de bouger. Je vois qu'ils ont fait un événement de boxe anglaise avec, avec déjà le cruiserweight, là, Ilunga, qui a même combattu pour le WBC. Comment tu vois un peu les choses au Congo? Est-ce que tu penses que tout le monde aimerait bien, tout le monde rêve aussi d'un jour de combattre aussi dans son propre pays? Comment tu vois toutes les choses un peu? Écoute, moi, Et la boxe au Congo? rêve toujours de boxer, de rêver pendant un moment de boxer dans mes pays respectifs, qui sont la Belgique et le Congo. Mais voilà, le Congo, c'est un peu stable, politiquement parlant. Et il faut, si demain tu veux pareil, déjà, dans les politiques, les stades, qui municipaux leur appartiennent. Le secondo, le problème qui est là, c'est que effectivement, on organise pas pour créer une telle, on organise parce que les élections arrivent bientôt, le président il veut se mettre en avant, ou le politicien d'un parti le mettre en avant. Donc, il faut être là au bon moment et puis il faut avoir le bon montage Tout à pour fait. pouvoir faire l'événement sur place. Pourquoi je dis ça? Nous, à Makoudou, soit les gens, parce que j'ai eu beaucoup de même de ma famille, qui savent que je suis boxeur à Congo, qui disent que mon capitaine, c'est boxeur, et en plus, pour les juifs, il y a un boxeur ici qui est champion du monde, qui vient d'être champion du monde ce soir, la chemise du monde. Et il me demandait, ouais, mais toi, t'es où, toi? Moi, j'ai dit, t'es boxeur. Et donc, depuis que c'est comme je te dis, c'est que c'est politique, c'est même pas sportif. Quand tu regardes le nombre de fois qui s'organisent au pays, c'est pas récurrent. Ça fait 2 fois par an pour soutenir un parti politique ou pour mettre en avant un parti politique. Donc là, Macabou, pour en venir à lui, c'est un docteur et pour répondre à tous ceux qui posent la question, à 3 reprises, il a eu l'occasion de m'esquiver. Et je parle, j'ai toujours des preuves à l'appui. Donc quand je m'occupe, j'ai toujours des preuves à l'appui. Donc, si tu en as besoin, je t'enverrai même le message et tu feras les posts, tu verras. Avec plaisir. J'ai été une fois au WBA intercontinental au Luxembourg, une fois le WBA international en Allemagne, et une fois, ça a été au Congo même. Parce qu'il avait déjà boxé par là. Tu vois, il avait boxé Glenn Johnson, qui était un boxeur qui a fait le super site à l'époque, qui était pas moyen, ça fait en prenant 5 qui avait battu, Pochard. Encore Kabila. Et moi, j'avais été le candidature pour le combat. Je suis même parti, pour ceux qui savent, je suis là, qui se congrès comme Alain Dumas, je suis parti au Congo. Alain Dumas. Je suis dans toutes les chaînes congolaises. Et j'ai fait du trash talking contre les gens me demandaient, ouais, tu veux prendre des médias, je suis un peu. Ok, t'es congolais ou un autre champion congolais qui est là. Donc on veut savoir qui est le meilleur. Donc moi j'ai dit, ok, on me donne un bijoux de mairie du Congo. J'ai dit, ok, ok, là, moi je le prends. Vous me dites quand vous voulez, des dates, avant de choisir un autre boxeur que vous avez prévu sur ma communication, je le prends. Donc je suis passé dans tous les médias, les radios, tout. J'ai fait du bruit. Il n'est jamais revenu vers moi. Il n'est jamais revenu vers moi. Mais c'est bien à savoir toute cette histoire. Donc, c'est pour expliquer le champion du monde, oui, mais je veux dire, voilà, quoi, c'est contre qui, quoi, comment, déjà, c'est pas notre Polonais, il a été un peu 2 semaines avant. Le Polonais, c'est un boxeur très dangereux. C'est pas un boxeur à prendre à la légère, on a une prestation médiocre, enfin, médiocre, je veux dire moyenne, parce qu'on a oublié que l'atmosphère, il dit, à un moment donné, on avait parlé quand il était venu boxer au Congo. Il a dit, quand il arrive au Congo, il a pris ses marques 3 semaines avant, 2 semaines, 3 semaines avant, il a courir à l'extérieur, il a senti que l'atmosphère était différente, c'était l'air chaud déjà. Donc tu ne veux pas te permettre de boxer, prendre l'air et dans la condition musculaire, comme on l'est par exemple en Europe, où on boxe comme ça, on a l'air conditionné, qui est là, nous, on n'a pas de. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a des noms qui s'arrêtent là pour quel moment. Pour pouvoir avoir l'air conditionné, et on boxe en plein air. Donc c'est l'air chaud, et c'est tout. Donc c'est toute une autre adaptation, c'est un autre type de boxe que tu vas avoir. Tu ne peux pas te permettre de boxer dans la congestion, de vraiment boxer dans la space, comme Medali parlait justement, qu'il a boxé Foreman, qui a fait Foreman la fiction. Quand tu regardes Foreman, vieux, à 50, dans 48 ans, 49 ans, quand il boxe Evander Holyfield, et même il boxe Shannon Briggs, il fait ses 12 rounds à l'aise. Tu vois, pourtant, Et il met même KO Moureur. Voilà, tu vois, pourtant, les adversaires qu'il a eu, c'est des gars solides qui étaient jeunes, qui étaient en plein air, Bien sûr. en plein de leur moment, tu vois, pour le chemin. Donc, tout était pour eux. Lui, il est
il fait ses 12 rounds à l'aise, sans être le recul. Donc, l'air au pays, en 6 rounds, quand tu joues le combat contre le Goli, tu peux des KO en fait. Tu vois? Et Mohamed Ali parle de ça quand il a battu par rapport aux circonstances atmosphériques, parce qu'il a pu ce paramètre en considération que Norman n'a pas fait. Tu vois? Donc, c'est un petit truc comme ça. Le Solano l'a vu directement. Et après le 4e round, il était down, il était par terre. Le supplément, on aurait dit qu'il n'était même pas préparé pour un championnat du monde. Moi, je l'ai vu quand j'étais aux États-Unis, sur RDB. Il était aussi aux États-Unis, à New York, à ce moment-là. Il était à New York. Son manager m'avait envoyé un message pour me proposer un combat. Je me souviens, j'ai aussi des messages qui étaient faciles. Et on a refusé parce que c'était avec qui franchement, je vais travailler avec la fille de qui peut promotionner Chico, qui devait normalement proposer aussi un combat. Donc, il y avait ce deux partenariats qui pouvaient faire. Donc, on a refusé. Et eux se préparaient justement pour le championnat du monde. Ils avaient un combat qui pouvait faire en Pologne. Qui peut être annulé, ils ont pris le championnat du monde au Congo. Donc voilà, ce que je dis par là, c'est qu'il a été prévenu aux dernières minutes, l'atmosphère n'était pas pareille, et c'est tout ça. Donc, en même temps, non, si en termes de sportivement parlant, ce que Ilonga il a fait, c'est bien, les champions de WBC, voilà, on a obligé de une belle ceinture, tout le monde rêvait de la voir, donc voilà. Mais focus à toi-même. Toi, tu as ton propre focus, ton propre goal. Donc, dis-moi très très vite, avant de finir, on parle de poids lourd, on parle de Congolais, on parle d'Angleterre parce que tu es là. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Martin Bacolé. Qu'est-ce que tu en penses de lui? D'ailleurs, Martin Bacolé, ce qui s'appelle, c'est le frère direct de Boulunga Makabo. Ils étaient menés au combat, ils discutaient leur vie un peu avec leur père en interview, comme leur père était boxeur et tout. Donc, Martin Bacolé, pour moi, c'est un peu poids lourd. Il a des coups durs, pas des coups lourds plutôt, je dirais pas durs. Pour moi, il n'est pas très athlétique. Aujourd'hui, je dirais les contre de oui, je vous ai trouvé que ça peut être athlétique, les tags actuels. Mais j'ai pas la ceinture. J'ai regardé le combat qu'il a fait contre Mike Hunter, qui est un long léger qui est passé poids lourd un mois avant moi, et aujourd'hui qui se retrouve soutien. Tant Mike Hunter, c'est pas une crème de crème, il a beaucoup Alexandre Russik, Alexandre Russik, il a vraiment laminé. Juste après ça, il est passé dans le poids lourd, et l'autre, il a mis la formation avec Povetkin, et il a battu Martin Bacolé Chauvier de l'Angleterre. Donc, et c'est un homme léger qui n'est pas spécialement français. Son entraîneur, c'est assez vraiment. C'est lui qui a battu le Moutouni. Donc, effectivement, pour moi, je ne sais pas, moi, Martin Bacolé, c'était juste comme ça. Ça me venait à l'esprit ce nom-là quand on parlait de Congolais, poids lourd, Angleterre, parce que tu es en Angleterre. Ouais. Joe, Big Joe, un grand merci. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et tu nous as échangé un peu tout. J'espère te voir vite boxer, très vite, peut-être contre ta cam, on ne sait jamais. Je te souhaite beaucoup de bonne chance et à suivre, papa. À suivre. Porte bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao, au revoir. Hein. Salut, merci encore. Bonjour, Nzemo. Voilà, vous avez vu Big Joe. Je passe très vite à Daniel. Daniel, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Daniel. Daniel, mon frère, je suis désolé. Je t'ai fait attendre. Non, ça va. J'avais vu, tu étais avec tous les champions là en train de parler. La brochette congolaise. Ah oui, hein. Ça va, toi, tu vas bien? Il fait beau en Allemagne, je vois? Ça va, aujourd'hui il faisait quand même bien. Pas vraiment, mais ce soir c'est quand même bien. C'est bien. Comment vont la famille? Comment va la famille? Comment vont les enfants? J'ai Tout le vu, monde va bien. j'ai vu une vidéo là avec le petit là. Tu étais sévère avec lui là quand il faisait l'entraînement avec toi. Non, mais tu sais, toi-même, quand tu veux qu'il devienne quelque chose, il faut être sévère. Hein. Ah, en tout cas, ça c'est vrai ça. Et il se débrouille au moins. Non, ça va, il se débrouille très bien. Tu vois, il s'entraîne avec moi depuis il a commencé à 8 mois. Hein. À 8 mois, il était avec moi, il ne marchait même pas, mais il était déjà dans la salle de sport. Et dis-moi,
il le voulait de lui-même. Oui, 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 il l'a fait de lui-même. Hein. Moi, je me suis dit qu'il. Donc, je ne l'oblige pas. Je ne veux pas l'obliger. Tu sais, lui, il ne connaît rien d'autre. Hein. Pour lui, c'est un jeu. Il joue, il s'amuse. Ça, c'est bien Donc, aussi. il connaît rien d'autre alors. Comment il s'appelle? Noah, c'est Noah Difoudou Ilunga. Ah, terrible, terrible. En tout cas, que le Seigneur les protège, tes enfants. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment il va ton coach à Smith? Asmia. Asmia, il va bien? Oui, oui, il va bien. Asmia, il est pour le moment bloqué par les confinements. Mais normalement, il fait les tours du monde. Hein. Il s'amuse à voyager et faire les tours du monde un peu par-ci, par-là, voir des mondes. Et tout ça, il les fait en voiture. Hein. Il est, comment on appelle ça, traveler, tu vois. Ouais. Ouais. Toujours fidèle à son poste lui aussi, Asmir. Hein. Je sais pas quand on le voit. Il aime ça, il les fait. Que j'allais dire, tu t'entraînes encore un peu? Tu arrives à t'entraîner avec ce Covid? Oui, parce que moi, heureusement, j'ai la clé de notre salle de sport. Alors, je peux y aller quand je veux. Et j'ai fait de sorte de m'entraîner chaque jour au moins une fois. Mm-hmm. Et bon, c'est ça. Hein. Mais tu vois, quand on n'a pas une motivation, ça veut dire quand on n'a pas de combat, Ça, c'est vrai aussi. on a fait du mal à se motiver d'aller chaque jour. Hein. Et puis maintenant, quand ça va reprendre le premier combattant et tout, va falloir encore une préparation dure. Ouais. Et tu n'es pas le seul, c'est pour des milliers, des millions de combattants qui sont sur cette terre. Dis-moi une fois un peu, comment tu as un peu commencé tes débuts dans le sport, la découverte avec le sport de combat? Comment ça s'est passé un peu dans ton enfance? En fait, moi, j'ai commencé un peu tard, hein, à l'âge de 19 ans. Ah, Moi, je suis tombé dans ce sport par hasard. Je suis allé à l'ouverture en sortant de la salle de gymnastique donc on faisait la thérophilie. Et je suis allé là pour juste voir. Je voulais commencer la thérophilie parce que je venais d'arrêter les foot. Et quand on me faisait circuler, c'était juste les jours de l'ouverture, on me faisait circuler. Et après, j'ai vu au fond là, j'ai vu des gens qui commençaient les réchauffements. Et j'ai demandé à la fille qui me faisait circuler, elle m'a dit non, ça c'est du kickboxing et tout. Et après, je me suis intéressé, j'ai approché, l'entraîneur Asmi est venu, il m'a dit oui, on a ouvert aujourd'hui, c'est la première entraînement, tu peux essayer si tu veux. Et après, j'ai dit ok, oui, je vais essayer, je veux bien essayer. C'est comme ça que j'ai commencé, par hasard. et dis-moi une fois un peu, t'as fait une carrière en boxe thaï et tout, et explique-moi un peu cette histoire avec ton papa. Il était contre, je crois, à un moment. Oui, hein. Explique un Oui, peu comment ça s'est passé là, parce qu'il était même sévère. Hein. Mon père, c'est un pasteur. On a une église où je suis aussi, dans cette église où je suis interprète et je joue dans la chorale de l'église. Alors, quand je commençais le kickboxing, c'était comme une blague. J'avais 86 kilos. Et tout le monde me disait, arrête ça, on va te casser les os et tout. Et après 3 mois, j'ai combattu dans le championnat de la région. Et j'ai sorti champion. Et là, mon père a dit, hey, il a eu ça dans le journal, tu vois. Il m'a dit, hey, écoute, arrête ça parce que tu es interprète, tu es à l'église, tu ne peux pas, je dirais, pendant la semaine, te battre et dimanche interpréter ou bien prêcher. Non, tu ne peux pas le faire ça. Et après, bon, j'ai commencé à le faire en cachette, tu vois, parce que j'ai brûlé pour ce sport. Et je le faisais en cachette et j'ai combattu. Après 6 mois, j'ai combattu dans les championnats de l'Allemagne. Je suis sorti champion d'Allemagne. Et là, c'était encore dans le journal. Et après, il a dit, hey, je te dis d'arrêter ça et tout, mais tu continues et tout. Moi j'ai dit, écoute, moi, j'aime ça. Et je les faisais encore en cachette. Mais après, quand je suis sorti champion d'Europe, après, il a dit, écoute, si c'est ton talent, si c'est ce que tu veux, je t'encourage, je te supporte. Donc, ça, c'était la fameuse histoire avec le papa. Ouais. D'ailleurs, papa, il était toujours contre. Au début, vraiment, il ne voulait pas. Il avait vraiment refusé, tu vois. Mais moi, je suis toujours un peu tête dure, tu vois. Je suis un peu... j'aime faire ce qui me passe dans la tête, tu vois. Il va bien la santé, papa, maman? Oui, tout le monde va bien, Dieu
Ah, c'est bien ça. Il était y allé parce qu'il fait beaucoup de projets aussi là-bas. C'est comme ça qu'il est maintenant allé au Congo. Ah, c'est bien. Et dis-moi une fin un peu. Alors, dans ta carrière, tu rencontres Rémi Bonjaski. Ouais. Comment tu en arrivé à arriver avec Rémi et à t'entraîner avec? Comment étaient un peu ces moments, ces premiers moments? En fait, c'était drôle, hein. C'était drôle. Hallo Sanat. Euh, C'était un peu drôle parce que j'étais avec. J'ai toujours été fan de Rémi. Avant même que je commence le kickboxing, je l'ai vu déjà en 2003 dans les K1 World Grand Prix. Et quand c'est qu'il faisait, moi, ça, j'étais fan de lui. Et après, quand j'ai fait ma carrière, je pense que j'avais au moins 2 ans de carrière. Il y a eu un combat qui s'appelait, un tournoi qui était à Wuppertal, qui s'appelait S8, Mhm. où je lui ai rencontré, on disait, les successeurs de Rémi Bonjaski, que lui-même soutenait, un athlète qui soutenait, pas lui qui entraînait, mais lui soutenait. Il était de l'école où il s'entraînait. Mais tu avais Alors, tu avais un système, similaire combat que lui, hein? style que lui, oui, oui, oui. On m'a toujours dit, on m'a dit aussi que je lui ressemblais beaucoup. Euh, alors, je suis allé, j'ai fait ces combats contre l'élève, pas l'élève, mais l'un des garçons que Rémi supportait. C'est comme ça que j'ai rencontré Rémi. J'ai gagné ces garçons par KO au premier round. Alors, là, c'est la première fois que je parlais avec Rémi. J'étais très nerveux. Je l'ai vu pour la première fois, mon idole. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il m'a connu. Et après, mon manager, Frank Mars, c'est lui qui était en bon contact avec Rémi. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu veux l'entraîner? Moi, je lui ai dit, oui, moi, je viens m'entraîner avec Rémi. Il a parlé à Rémi, Rémi a accepté. C'est comme ça qu'on a commencé cette collaboration. Ah, c'est une belle histoire, ça. En tout cas, c'est vraiment une belle Ouais, histoire. D'ailleurs, au ouais, passage, si Franck nous regarde, hello to Franck. J'aime beaucoup Franck. ouais, Qu'est-ce que j'allais dire? Tu as t'as quand même fait une belle carrière. Tu as quand même rencontré beaucoup de monde. ouais, Tu as été champion de Hit Showtime. Tu ouais. as été champion de Hit Showtime. Tu as défendu ton titre dans un de mes événements aussi en Pologne, Oui, si je me oui, oui, c'est souviens. ça, c'est ça. Tu as même fait dans un de mes événements aussi le combat contre Philip Verlinden, que pour Ouais, moi était le combat de la soirée. Même si ouais, c'était Tyrone Spong contre Peter Hertz, mais toi c'était le combat de la soirée. ouais. Euh, Ici, 2019, tu as été très busy. Tu as été un peu busy. J'ai regardé un peu tous tes derniers combats et dis-moi une fin un peu. Ce combat contre Max Sweeney, tu t'y attendais vraiment pas à ce backfist. Tu menais le combat, tu t'y attendais pas. Non, pas du tout. Écoute, Max Fenier est monté sur la pesée, il avait 116 kilos. Et moi, j'avais 97 kilos, 98. Et j'étais très sûr de moi, je l'avais vu. J'étais très sûr de moi, j'étais bien. Mais je lui ai un peu sous-estimé. Donc, pas lui, mais son poids. Lui, il n'était rien. Il n'était pas du Hein. tout quelque chose que je dirais fort ou quoi. Mais son poids, j'ai sous-estimé les poids. Et voilà, hein. Et quand elle a fait les backflips, il m'a surpris avec. Hein. Il m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et pour son 116 kilos, il est quand même apte, hein, il est agile quand même. Ouais, mais il avait aussi un passé de kickboxing aussi lui pendant longtemps avant de faire son passage en MMA. Mais, Ouais, ouais. moi aussi j'étais très surpris. Ce backfist quand il est arrivé, tu menais ce combat, il était fatigué. Lui-même, tu vois dans ses yeux, il se demandait comment ça va finir, quand ça va finir. Je perds le combat et bam, ce backfist. Tu sais, je l'avais eu parce que il avait un problème avec sa jambe. Avec deux low kicks, je l'avais déjà eu. Mais écoute, tu vois, dans la carrière, il y a des erreurs qu'on fait souvent. Mhm. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai fait dans ces combats parce que j'ai vu les low kicks l'avaient touché. Mais je voulais à tout prix lui faire un KO par la tête. Ouais. Pourquoi, je ne peux pas te dire, mais je voulais vraiment le finir par la tête. Et quand je suis entré, il m'a touché, mais je suis rentré dans les combats encore. Je voulais quand même aller au bout.
Ça, je dirais, c'est mon instinct. J'ai un instinct comme ça. J'aime souvent la guerre. J'aime la guerre dans les rings, tu vois. Et c'est comme ça que je suis entré. Je voulais vraiment aller, mais c'était pas une bonne idée. J'ai appris de ces combats. C'était une erreur, je dirais, que j'ai appris. Revenons encore à un autre combat qui t'a certainement frustré le plus, ce combat face à Tyrone Spong. Ouais, Euh, ouais. Tu fais un superbe combat et on t'arrête. Et on t'arrête. Écoute, tu vois, le combat de Tyrone Spong, c'est un combat chez Glory. Glory, c'est une organisation qui fait beaucoup de bonnes choses, visiblement, mais qui a beaucoup de choses qui se passent dans les backgrounds. Donc, on voit ce qu'on ne voit pas. Bien sûr. Alors, il y a de ces athlètes qui sont priorisés, donc qu'on veut les voir de l'avant, pour une raison ou une autre. Mais ces combats-là, même lui-même, Tyrone n'a pas vraiment aimé cette façon de gagner parce que Bien sûr. Tyrone, c'est un champion, c'est un grand athlète. Il aurait préféré essayer au moins de te mettre KO. Bien sûr. Tyrone, c'est l'un de mes favoris dans sa façon de se battre. C'est pas de sa faute du tout. Mais tu vois, on l'a priorisé. C'était pas nécessaire. Il est un bon athlète. On aurait pu faire un bon combat. Mais ils voulaient voir Tyrone gagner et ils lui ont un peu trop boosté, ils lui ont un peu trop priorisé qu'à la fin, les gens ont hurlé sur lui. Ouais. Tu vois, pour un champion, ça ne fait pas du bien. Quand tu es un champion, tu veux gagner Bien sûr. vraiment comme un champion. Tu veux mettre KO, tu veux gagner par points, mais vraiment dominer l'athlète. Mais quand on te laisse gagner comme ça, je ne pense pas que tu peux être heureux de ton combat. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que moi je me souviens très bien, tu étais bien apte à recontinuer, et tu étais bien lucide, mais l'arbitre c'était bien peut-être le bon moment pour lui de vouloir d'arrêter. Non, tu vois, tu es sportif, tu connais comment ça se fait. Bien sûr. Quand quelqu'un comme Tyrone te frappe dessus, Il tu frappe ne peux fort. pas t'hasarder à répliquer sans garder ta garde. Bien sûr. Ou bien sans prendre quelques secondes pour réfléchir comment commencer. Hein? Et c'est temps-là que j'ai pris pour fermer ma garde et recommencer. L'arbitre a coupé le combat. Tu vois, c'est trop visible. Bien sûr. Quand on veut prioriser quelqu'un, on peut le faire d'une façon un peu maligne, tu vois, où le public ou les gens ne peuvent pas le voir. Mais je te dis quoi, Yokan, moi, dans ma carrière, en tant que sportif, on me l'a fait au moins 6 fois, 7 fois. Ouais. Alors, bon, je ne dirais pas 6 fois. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de combats par décision que tu as perdu et aussi. J'ai suivi un peu de tes combats. Je vois bien lesquels aussi ils ont. Oui, j'étais à Dubaï, on m'a fait la même chose. Chez Glory, on me l'a fait 3 fois. Ouais. À Dubaï, c'était quoi, UFC, bien AFC, quelque chose comme ça. T'as même boxé contre. C'était pas contre Zabit Samedov? Voilà. Ils t'ont même donné un extra round. Voilà. Et ces combats, on l'a jamais mis en ligne. Hein. Ouais. On l'a jamais mis en ligne parce qu'ils savaient que les gens verront que c'était un combat qui était truqué. Ouais. Donc, tu vois, après, quand j'étais jeune, quand j'ai combattu contre Tyrone, j'avais, je pense, 23 ou 24 ans. Et là, ça va, tu vois, je peux te dire, ok, la prochaine fois, il faut que je gagne par KO, là, c'est mieux. Ouais. Après, quand tu as, la dernière fois qu'on me l'a fait, c'était en 2017 ou 2017, avec Artem Fightov au Glory Denver. Oui, juste, je me souviens de ce combat aussi. Ouais, quand on me l'a fait la dernière fois, j'avais déjà presque 30 ans ou 30 ans déjà. Et c'est la dernière fois que tu combattais au Glory, je pense, à ce moment-là. Après ça, je me suis dit, je suis fatigué. Je ne saurais plus me motiver à m'entraîner durement pour toujours me laisser voler par les arbitres, je ne saurais plus. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'arrête avec Glory. Et Glory ont utilisé ma défaite contre McSweeney pour dire qu'ils m'ont viré de Glory. Mais c'est pas ça. Moi, j'avais déjà bien avant dit que je ne combattrai plus avec vous. Si vous n'arrangez pas ces combats, si vous ne faites pas quelque chose pour moi, je ne combattrai plus. Ils m'ont obligé, ils m'ont dit que oui, on va faire quelque
chose pour toi, mais par après, ils n'ont rien fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai refusé et j'ai dit je ne comprends plus pour Glory. Tu fais un bon de retour là. Tu as fait un bon de retour hein, au mois de juin contre Fred Seeking, que je salue au passage. Hi Fred. Et puis tu as fait aussi un retour aussi au mois d'octobre face à Brian Dawes, qui est quand même assez dur, un combattant très dur. Donc tu fais deux bons retours comme ça. C'est quoi le next? J'étais censé combattre au mois de mai, toujours pour mon nouveau promoteur. Mon nouveau promoteur, c'est les Steco à Munich. J'ai vu, ils font ça super bien. C'est que j'aime beaucoup leur organisation. Hein. Ouais, ils les font vraiment bien. C'est les seuls promoteurs ici en Allemagne qui travaillent avec la télévision locale. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Alors, j'étais censé combattre contre. Il y avait c'est un Romanien ou quoi. Mais ça n'a pas été. Ah, je vois Alexei qui est là, qui regarde aussi. Alexei, привет. Ouais. Je connais bien Alexei aussi. Oui, j'étais censé combattre là-bas, mais bon, ça n'est pas pris. Vu le corona, vu le Covid, on n'a pas pu combattre. Alors, c'est un peu ça. Maintenant, je pense la fin de l'année, j'espère qu'on pourra recombattre encore. Hein. Toujours au Steco? Au Steco? Oui, moi, tu vois, maintenant, là, j'ai 33 ans. Je commence à me fatiguer, tu vois. Je veux voir un promoteur, vraiment les Steco, non seulement qui font des bonnes organisations, mais ils s'occupent bien de moi. Ils s'occupent très bien de moi et je suis à l'aise là-bas, tu vois. Je me sens qu'on s'occupe bien de moi, alors je préfère rester avec un promoteur. Moi, en tout cas, retrouver des beaux événements, c'est dur à retrouver, mais quand j'ai vu Steco, j'ai vraiment aimé cette ambiance et les jeux de lumière et tout cela. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. En tout cas, ils le font très bien. Dis-moi, avant d'arriver à une dernière question, deux petites choses. Ton combat le plus dur? Mon combat le plus dur, je dirais, c'est les combats que tout le monde se rappelle avec mon ami maintenant, Michael Dutz. Au Glory. Tu l'as affronté deux fois? Oui, pour la deuxième fois. C'était, bon, je dirais pas les plus durs, mais les plus intéressants. C'était dans le sens d'échange de chaos. C'était vraiment le plus intéressant, je dirais. Il tape vraiment fort? Oui, hein, il frappe très fort. Hein. Si tu vois aussi sa côte de chaos, donc souvent ses coups sont très forts. Ouais. Incroyable. Ouais. Tu vois qu'il a même mis Tyrone Spong à terre. Oui, je l'ai vu. Si tu vois les combats contre Tyrone Spong, c'est toujours le même arbitre qui était avec moi à la finale. Tu vois que j'ai pas fait attention. Il était un peu d'un côté, tu vois. Ouais. Le meilleur moment de ta vie? Les meilleurs? Ouais, le meilleur, ou tu en as peut-être plusieurs, mais le meilleur moment de ta carrière? De ma carrière. Non, pas de ma vie, mais de ma carrière, c'est ça? Tu peux dire les deux, tu peux donner deux réponses. Une la carrière et une la vie. Ok, de ma carrière, je dirais la victoire au It's Showtime, quand je suis sorti It's Showtime champion à Amsterdam pour la première fois. C'était vraiment la victoire qui m'a fait dans ma carrière, qui m'a vraiment beaucoup donné l'honneur parce que on ne s'entendait pas à moi. On pensait que c'était Wendell Rocher qui devait gagner. Et j'étais juste là pour avoir un adversaire, mais personne ne s'attendait à moi. Parce que Wendell Rocher, il était âgé, il est peut-être un peu âgé, mais il est dur toujours à boxer lui. Hein. Wendell Rocher, c'est pour moi la personne la plus fou que j'ai jamais vue de ma vie. Lui, il vient seul dans les combats et il combat chaque fois. Tu peux l'appeler aujourd'hui, demain il est là. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup. De ta vie? De ma vie, je dirais la naissance de mon fils. Hein. Ah, que... Oui, de mon premier fils, c'était vraiment ça qui était vraiment la meilleure des choses que j'ai eues jusqu'alors. Dernière question. Tu as été au Congo, j'ai vu dernièrement. J'ai vu un peu,
Je t'ai vu sur des photos avec la sécurité, avec le sport, avec. J'ai vu pas mal de photos. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu fais qui se prépare ou alors tu étais juste de passage comme ça au Congo? Oui, en fait, je suis en train de me préparer à ouvrir une salle de sport. La dernière fois que j'étais là, j'étais chez les ministres du sport, j'étais chez différentes autorités du pays. J'étais Mhm. aussi censé rencontrer les présidents parce que je voulais développer une idée que j'ai pour le Congo, d'avoir une base, un centre de sport pour encadrer les sportifs, les talents congolais localement au Congo. Parce que quand on voit partout dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup du talent, aussi du Congo. Quand tu as vu tout Ouais. à l'heure, tu avais les champions de l'UFC, un Congolais, tu avais Chris Nigimbi, tu avais plusieurs Congolais aujourd'hui, tous qui sont partout dans le monde, mais qui n'ont pas eu cette chance de se développer au pays. C'est vrai. Maintenant, mon idée, c'est d'amener les standards européens au Congo, entraîner ces sportifs-là et utiliser maintenant mes connaissances, mes expériences avec des promoteurs à l'étranger pour amener ces Congolais partout dans le monde pour qu'ils puissent défendre les drapeaux congolais. C'est ça mon idée. Si tu arrives à développer ça, tu t'envisages aussi t'installer là-bas, si ça se passe bien? En fait, moi, je suis souvent au Congo. Hein. J'ai beaucoup, à part ces centres de sport, j'ai des business que je fais au Congo aussi. J'ai une compagnie de sécurité. Ah, c'est ça alors la Une faute de business sécurité. familière aussi. Alors, à part ça, vraiment, j'ai tant plus pour le Congo que pour l'Europe. Ah, ben c'est bien. Donc c'est de là où je voyais les photos de sécurité au Voilà, Congo. voilà, voilà. Daniel, j'espère juste une chose, c'est que même tous ces autres sportifs congolais qui sont arrivés à ton niveau aussi, qu'ils soient à l'UFC, en kickboxing ou en boxe anglaise, tous ceux Ouais, qui entendent, j'espère que même si un jour, même un jour, si tu arrives à faire ce grand centre, qu'ils puissent tous être de passage aussi là-bas et ouais, venir tous vraiment. donner leur expérience Voilà. et de faire monter ça parce que vous faites tous partie de l'histoire du Congo aussi. Même si on a eu avant des grands champions, même en anglaise, je l'espère en tout cas. J'espère beaucoup de choses et j'espère tous ceux qui m'entendent qu'ils essayent de se dire on se tient tous ensemble. Daniel, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec toi. Gaëtan, merci toujours, hein, de même avec toi, parce que Je te vois on pas a bâti une beaucoup. bonne histoire ensemble. Hein. Tu fais partie de ma carrière, tu es Merci toujours beaucoup. là Merci dedans. Mingi, c'est gentil. Partout là où je passe, je vois toujours Recan. Quand je viens en Belgique, je suis avec, Marco, Marc, avec tout le monde. Alors, je suis toujours là, on est toujours ensemble, tu je vois. sais, je sais. Marco, il me dit souvent, il me dit Daniel, il est ici. Et alors, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Chaque fois que je suis là, je n'hésite pas à faire un coup de fil. De toute façon, quand ça c'est fini, on va se voir et j'espère Ouais. manger poule à la moine ou des choses comme ça avec Ah oui, toi. hein, ah oui, tu es toujours la bienvenue chez moi, toi. Avec grand plaisir. C'est où en Allemagne que tu habites? Je suis vers Cologne. On va le faire, ça. On va le C'est faire. bon. Je C'est bon, promets, on va le faire. en tout cas. Prends soin de toi, on se tient au courant et Merci. bon déconfinement et un grand bonjour à la famille alors. Merci beaucoup, hein, toi de même, et vraiment de bonnes choses. Hein. Ah, mais avec plaisir. Un grand merci en tout cas. Merci. Merci Mingi. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. J'avais eu Daniel Lunga le dernier.